Donc la présentation elle va porter sur l'amélioration de la qualité des données en Nouvelle-Aquitaine. Ok. Alors, donc on sera deux. Donc Paul Fromage, donc chef de projet SI à l'Observatoire Fauna, et moi-même, donc je suis Sophie Balia, je suis géomaticienne et gestionnaire de données au CBN Sud-Atlantique. Notre présentation elle va s'organiser en 4 parties. Donc l'amélioration de la qualité des données au moment de leur production, les contrôles de cohérence et de conformité qui sont mis en place sur les lots de données que l'on reçoit, la validation scientifique régionale et les notions de précision et de complétude des données et leur importance du coup pour améliorer la qualité des données. Donc je vais juste revenir très rapidement sur l'organisation du SINP en Nouvelle-Aquitaine. Il s'organise autour de 3 entités. Une entité de copilotage qui est composée de l'ADREAL, de la région et de l'OFB. Donc la plateforme régionale Nouvelle-Aquitaine qui est composée chez nous de 3 pôles thématiques. Donc un pôle faune qui est composé par l'Observatoire Fauna, donc qui est unité de service de l'Université de Bordeaux. Le pôle flore, fonge, habitat qui est représenté par l'OBVNA, donc c'est l'Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine, et donc qui est porté par les 3 CBN de Nouvelle-Aquitaine, donc le CBN Sud-Atlantique qui est chargé de la coordination à l'échelle régionale, le CBN du Massif central et le CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Et le 3e pôle thématique qui est la géologie, donc animé par la réserve naturelle géologique de Socat-Slabred. Et donc enfin, la troisième entité, c'est l'équipe d'animation régionale, donc qui va regrouper les 2 entités précédentes et y associer donc les différents acteurs du réseau associatif de la région. Donc, dans un premier temps, déjà la région Nouvelle-Aquitaine, c'est une région qui est assez vaste, c'est la plus grande région de France, donc elle contient un nombre d'espèces, un nombre de milieux naturels qui sont très variés, liés à des conditions climatiques et géologiques qui sont très diverses. Donc il y a aussi de nombreux espaces naturels protégés. De ces différents éléments, on va avoir un contexte régional qui est très diversifié, qui a été amplifié aussi avec la fusion des 3 ex-régions qui avaient des modes de fonctionnement et puis des réseaux d'acteurs très différents. Et donc, du coup, les données qui sont produites en région sont produites par un réseau d'acteurs qui provient de sources très diverses, que ce soit des indépendants bénévoles, des associations de protection de la nature, des collectivités, etc. Elles sont aussi produites avec des méthodes de collecte, de détermination et de numérisation qui peuvent être très hétérogènes, puisque c'est souvent associé à une thématique d'études spécifique et avec un matériel dédié. Donc il y a aussi de nombreux outils déjà existants pour la saisie de données et puis s'ajoutent à ça les habitudes personnelles de chacun qui vont aussi influer sur la manière de récolter les données et puis la manière de les numériser. Donc pour essayer d'améliorer la qualité des données au moment de leur production, donc la plateforme régionale elle a mis en place différentes démarches qui passent déjà par la mise à disposition d'outils. Donc, principalement les interfaces de saisie et de gestion des données et des métadonnées qui sont disponibles en ligne sur les sites de Fauna et de l'OBVNA. Vous avez en haut, c'est une capture de l'interface de saisie de Fauna et juste en dessous, celle de l'OBV. Donc, ces interfaces de saisie, elles vont permettre de standardiser automatiquement au format SINP pour obtenir des données homogènes et interopérables qui vont ensuite être disponibles directement sur les observatoires. Elles vont permettre aussi de respecter les nomenclatures et les différents référentiels, le référentiel taxonomique TaxRef, les référentiels de végétation et d'habitat, et toutes les nomenclatures comme les stades de vie, les nomenclatures de phénologie, etc. Ces interfaces elles vont aussi permettre de faire des contrôles en direct sur les localisations, sur des contrôles aussi de cohérence entre informations, entre les espèces et les nomenclatures, entre les dates d'observation minimale et maximale, et puis s'assurer que les champs obligatoires soient systématiquement remplis. Ça va permettre aussi de mettre en place des alertes vers l'utilisateur, donc à propos d'informations qui seraient importantes à renseigner, comme les cas qui ont été évoqués tout à l'heure, pour inciter un utilisateur à remplir des informations qui servent de critères pour évaluer la sensibilité d'une espèce.
Ces interfaces, elles permettent aussi de mettre en place des formulaires thématiques, en adaptant les champs qui sont proposés et puis en filtrant les nomenclatures et les listes de valeurs. Que ce soit par type de relevé, donc en proposant des relevés, par exemple simplifiés, donc avec uniquement les champs principaux, allant jusqu'aux relevés phytosociologiques qui permettent de mettre des informations très détaillées concernant la station et toutes les informations stationnelles. Ça peut être aussi des formulaires dédiés à un projet ou à un protocole, les suivis des collisions routières par exemple pour la faune, ou des enquêtes scientifiques qui sont centrées sur une espèce. Et donc dans ce cas-là, pareil, les nomenclatures elles seront filtrées pour garder uniquement les valeurs pertinentes pour cette espèce. Sont aussi mis à disposition du coup des interfaces de saisie nomades, donc l'Omelia mobile qui est sorti en novembre dernier et Faunap à venir. Donc ce sont des outils publics et gratuits qui sont accessibles à tout le monde, qui vont alimenter directement les plateformes SINP et la qualité des données qui est saisie est identique à celle faite en ligne. Donc sur les points que j'ai évoqués juste avant, pour la standardisation, c'est les mêmes contrôles de cohérence et les mêmes rattachements aux différents référentiels aussi. En dernier, sont aussi mis à disposition des gabarits modèles pour les données et les métadonnées. Qui vont permettre aux producteurs de données de pouvoir construire leur gabarit de saisie grâce au dictionnaire d'attributs standardisé, en cohérence avec les protocoles et les méthodes qu'ils vont mettre en place ensuite. Et cela permettra d'avoir des fichiers de données plus homogènes et interopérables. L'amélioration de la qualité des données elle passe aussi par l'accompagnement et la sensibilisation des producteurs et des fournisseurs de données, en particulier pour la création des métadonnées qui sont obligatoires pour l'intégration dans la SINP. Donc ça va être une aide au moment de la définition des cadres d'acquisition et des jeux de données et un contrôle ou une validation des métadonnées qui sont produites, donc en vérifiant par exemple la complétude des informations, qui est bien une description du protocole, l'identification de l'ensemble des acteurs impliqués, les sources de données, etc. Il y a aussi un effort qui est fait à la prévention de la création de doublons en vérifiant auprès des fournisseurs de données pour éviter les doubles dépôts. Par exemple, les dépôts sur les plateformes SINP régionales et nationales en même temps ou par plusieurs acteurs du même projet, un financeur par exemple et un producteur de données qui voudraient déposer sur la même plateforme. L'amélioration de la qualité elle passe aussi par la traçabilité des données et des métadonnées, via la génération d'un identifiant SINP unique permanent qui est géré en base de données et qui est communiqué ensuite à tous les acteurs. Et aussi via le couple base de données identifiant source qui permet de remonter à la donnée d'origine chez le producteur, dans le cas où il n'aurait pas d'UID qui serait considéré comme SINP. Pour rappel, la qualité des données au moment de la phase de production commence avant la phase de saisie et dès la phase de collecte des données. Ça va dépendre principalement des protocoles de collecte qui sont mis en place, de leur définition précise et de leur documentation, des méthodes d'inventaire qui sont choisies, qui soient pertinentes avec les objectifs visés au départ. Aussi la détermination rigoureuse des espèces qui passe par la qualité des ouvrages de détermination utilisés et puis aussi leur renseignement au moment de la saisie des données. Et puis toutes les informations annexes, la collecte et le renseignement d'informations complémentaires. Ça peut être le statut de spontanéité, des effectifs, des éventuels comportements de reproduction qui sera observé, etc. Et pour cette deuxième partie, on va vous présenter du coup les différents contrôles de cohérence et de conformité qui sont mis en place. Mais c'est dans le cas uniquement des lots de données qui sont fournis à la plateforme régionale pour intégration. Ça ne concerne pas toutes les données saisies via les interfaces que j'ai présentées juste avant, qui ont du coup des contrôles automatiques dans ces cas-là. Ça concerne à titre indicatif plus de 95% des données du SINP faune et 22% des données de l'OBV au total. 37% si on considère uniquement les données issues du réseau naturaliste. Et juste pour rappel, la conformité, c'est le respect des règles fixées dans le cadre de la mise en œuvre des formats de données et de métadonnées
sur les aspects physiques, autant sur les aspects physiques que conceptuels. Donc ça va être le renseignement des champs obligatoires, le format, l'utilisation des référentiels, des listes de valeurs, etc. Et la cohérence, elle, c'est le respect de la logique combinatoire des informations qui sont transmises au sein des données, au sein des métadonnées et entre les données et les métadonnées. Donc la date de début de l'observation doit forcément être inférieure ou égale à une date de fin d'observation. Donc je vais laisser la main à Paul qui va vous présenter les grandes étapes donc, de contrôle et de formatage que l'on met en place pour l'insertion des lots de données reçus. Merci. Donc du coup, effectivement, là, on va parler uniquement des données qu'on reçoit par fichier. Du coup, ça tombe bien que ce soit moi qui prenne la parole, parce que comme Sophie vient de le montrer, donc nous, il y a presque l'intégralité des données en fait, du réseau régional faune qui sont des données reçues par fichier. Les formats standards qu'on a publiés, voilà, ça sert à très peu d'acteurs au final, puisqu'ils ont pour la plupart maintenant des outils de saisie en fait, de plus en plus informatiques, et donc ils utilisent leur module d'export. Voilà, hors cas très particulier de fichiers Excel un peu à l'ancienne. Et donc, juste pour préciser, donc, sur les quelques données qui sont saisies directement sur l'interface Faune et puis la majorité sur l'interface Flore, effectivement, tout à l'heure, on parlait de champs additionnels, de formats, de formulaires types, etc. C'est bien sûr entièrement conforme au SINP à chaque fois. Voilà. Pour la partie conformité, c'est que tous les champs, c'est des champs additionnels qui sont bien cadrés, etc. Et justement, le chantier qu'on essaie d'engager, nous en tout cas pour la faune, c'est un dictionnaire d'attributs additionnels en fait, voilà, qui reviennent très régulièrement, de les cadrer et d'essayer informatiquement en fait on parlait tout à l'heure de est-ce qu'on materne les utilisateurs au niveau de la saisie ou est-ce qu'on laisse la possibilité, moi je suis plus dans l'optique de les materner au maximum, donc voilà, on cadre les formulaires de saisie et par contre on laisse la possibilité de construire leur propre formulaire en fonction de leur gabarit. Donc quand ce n'est pas le cas, c'est une partie un peu plus technique, mais c'est pour vous montrer ce que nous on met en place au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, en sachant que en fait, nos méthodes, même si elles ne sont pas encore publiées aujourd'hui, on est complètement d'accord pour les partager, et puis l'objectif c'est de mutualiser un petit peu tout ça, quoi. Donc en fait, que ça soit faune ou que ça soit flore, pour automatiser un maximum le process d'insertion des données, alors que les fichiers sont tous différents, on passe par un format pivot en fait. C'est-à-dire qu'on va récupérer le format Excel ou CSV, enfin ou peu importe, et puis on va le structurer moitié manuellement, moitié automatiquement pour arriver à un format pivot qui ensuite peut être injecté dans nos scripts d'import automatique. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on a mis au début. Donc en fait, pour arriver à ce format pivot, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on fait une analyse des fichiers reçus. C'est-à-dire que nos gestionnaires de données vont regarder un petit peu la tête du format, quand ce n'est pas des exports classiques qu'on connaît maintenant, des gros logiciels. Et puis ils vont identifier les colonnes qui correspondent en fait aux différentes nomenclatures du format standard. Par exemple, le stade de vie ou le comportement, la date, etc. Et puis, en fait, ça, c'est la première étape d'analyse des fichiers. Ensuite, on est un petit peu différent en fonction de la faune et de la flore, mais ça revient un petit peu à la même chose. Dans ce format pivot, le champ commentaire va être identifié et en fait, si les valeurs ne sont pas conformes, ça bloque l'insertion du fichier. Donc, il va falloir les corriger. On a commencé à mettre en place, c'est ce qu'on dit en bas, un rattrapage automatique dans certains cas. On a commencé à mettre en place un dictionnaire des synonymes de nomenclature. Voilà. Parce qu'il y a des logiciels qui, à la place de mettre juvénile, ils mettent jeune, parce qu'il y a des logiciels qui sont anglais, voilà. Et de manière à ne pas avoir à refaire systématiquement les mêmes correspondances. Donc ce dictionnaire, on a commencé par des synonymes, et puis en fait, on peut mettre des motifs, en fait, des patterns, voilà, pour inclure le pluriel, etc. Mais j'en reparlerai un peu après. Une fois qu'on a ce format pivot, forcément, il y a tous les contrôles de cohérence et de conformité sur la localisation, sur les nomenclatures, je viens d'en parler, mais sur ce qu'on veut en fait qui peuvent être mis en place, puisque du coup le format est fixe. Et ensuite l'insertion est automatique une fois qu'on a ce format, si bien sûr ça passe tous les critères. Non, je reviens juste à TaxRef au-dessus et au rattachement aux organismes. Alors du coup, les observateurs et les organismes pour les données régionales, on fait bien attention à les structurer de manière à pouvoir faire des synthèses en fait, qui soient propres.
Et pour les organismes, ça va même au-delà, puisque en fait, nos systèmes respectifs de plateformes web ont besoin en fait, d'avoir un référentiel, alors des organismes pour nous deux et même des observateurs pour le CBN, de manière à pouvoir gérer les droits de consultation et d'édition sur les logiciels. Et donc pour rattachement à TaxRev, c'est la dernière chose, on a mis une petite capture d'écran ici d'un logiciel qu'on a développé il y a quelques années maintenant et qui nous simplifie bien la vie. C'est un logiciel de matching TaxRef, un petit peu comme celui que propose le muséum, sauf qu'en fait derrière il y a toute une partie éditoriale sur la plateforme directement, ce qui fait qu'en fait on lui donne un fichier, on lui dit quelle colonne comporte le nom cité, et puis par rapport à TaxRef, il va nous proposer en fait les différents rattachements qu'il a fait. En fonction, alors on commence, voilà, s'il y a un rattachement parfait, ensuite on dit bon, est-ce que s'il n'y a pas de parfait, est-ce que si on enlève la date, ça marche du découvreur, après bon, si on enlève le découvreur, et puis etc. Jusqu'à aller, alors je sais qu'au niveau du muséum c'est de la phonétique, un rattachement phonétique, nous c'est un rattachement par permutation de lettres, en fait pour rattraper des éventuelles fautes de frappe. Et puis en fait, voilà, l'innovation, on va dire, je ne sais pas si c'est une innovation, mais c'est-à-dire que manuellement, on va décider si oui ou non le rattachement nous convient, on peut en choisir un autre. Et quand ça ne matche pas parfaitement au format standard à TaxRef, on a mis en place un petit référentiel de possibilités, de cas de figure. On dire bon, ça ne matche pas parce que la date n'est pas bonne, ça ne matche pas parce que voilà. De manière à ce que d'année en année, quand il y a des nouvelles versions de TaxRef, on puisse essayer d'améliorer ces rattachements, parce qu'après tout, un synonyme peut apparaître. Voilà. Voilà, donc ça, on le fait systématiquement pour toutes les données qu'on reçoit, sauf des grosses passerelles, en fait, voilà, notamment avec le CEN Nouvelle-Aquitaine, mais sinon, on le fait systématiquement. Comme ça, au moins, on a un rattachement qui est homogène sur la taxonomie de tout le SINP Nouvelle-Aquitaine. Vas-y. Une partie très importante de la qualité des données, c'est la validation scientifique. Je vais passer très rapidement parce qu'il y a déjà aussi les guides, etc. Tout ça pour dire qu'il y a quand même 3 niveaux dans le SINP au niveau de la validation. Il y a celle du producteur, il y a celle du muséum, et puis il y a la nôtre, donc la validation régionale, qui a deux pendants, une validation automatique et une validation manuelle. Et en fait, la validation régionale sera la combinaison de ces deux méthodes qui ensuite aura différents niveaux de fiabilité. Voilà, on parle plus de fiabilité que de validation certaine, quoi. Voilà, donc là c'est juste un petit focus au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Au niveau de la validation automatique, donc en fait toute donnée qui rentre dans le SINP Nouvelle-Aquitaine, elle est validée automatiquement si ça fait partie des groupes qu'on a affichés là. Voilà, donc on ne valide pas encore tous les groupes aujourd'hui, parce qu'il y a besoin notamment d'avoir des référentiels derrière. Donc la flore vasculaire, pour une liste, voilà, pas l'ensemble de la flore vasculaire. Voilà. Nous, pour la faune, les vertébrés, c'est entièrement vertébrés continentaux et quelques groupes d'invertébrés seulement. En fait, on fait petit à petit, en fonction de l'expertise des partenaires qui se mobilisent pour nous aider. Les autres données sont validées manuellement et en fait, même les données qui sont validées automatiquement, elles sont rattrapées par les experts en fonction du temps qu'ils ont et des financements. Voilà. Et bien sûr, si une donnée est modifiée, ça repasse tout le processus de validation. Les critères pour la validation automatique, la localisation. Alors on a tous les deux publié nos méthodes sur nos plateformes respectives, donc on ne rentre pas dans le détail, mais en gros les méthodes sont accessibles. Donc sur la localisation, on va comparer en fait la localisation de l'observation avec une répartition connue. Nous sur la faune, on a mis en place voilà, donc, ce référentiel de période d'observation favorable. Donc j'en profite pour dire qu'on est super partant pour participer au GT référentiel validation. Donc on a déjà des périodes d'observation favorables pour quelques groupes, un référentiel de difficulté de détermination. Forcément on se base sur la validation du producteur si lui-même doute de son observation. Et donc pour la flore, tous les taxons qui ont un statut de protection sont exclus. Ils doivent passer un processus de validation manuelle. On n'a pas la même force de frappe. En faune et en flore, c'est ce qu'on a marqué sur la droite en fait. Sur la flore, en fait, le CBN valide en grande majorité les données. Donc voilà, les protégés, les taxons qui sont un peu problématiques.
Et pour la faune, c'est différent. Alors nous, notre observatoire, on n'a pas d'expertise écologique en fait sur les taxons, et donc on fait appel vraiment au réseau. Voilà. Donc que ça soit associatif, collectivité, enfin c'est plutôt de l'expertise en fonction des personnes qui sont disponibles aussi. Et donc il y a pas de, on leur impose pas de valider tel truc ou tel truc en premier. C'est expert centré ce qu'on dit. Donc bon, par exemple, tel acteur qui a envie de faire un atlas, s'il veut avoir des données du SINP fiables et à disposition, en fait il va venir faire sa validation en amont chez nous. Voilà, et bien sûr on consulte, non, on diffuse les résultats de validation à tout le monde. Voilà, de capture d'écran en fait du logiciel de validation manuel à destination des experts, à gauche pour la faune et à droite pour la flore. Donc c'est des accès qui sont soumis à identification. On peut rechercher de manière assez précise les observations qu'on souhaite valider pour faciliter en fait le travail de ces experts. On peut valider par lot aussi. Et puis on affiche au maximum tout un tas d'informations qui vont permettre une aide à la validation. Donc tout ce qui est commentaires, tout ce qui est notes de fiabilité, etc. Pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, il n'y a pas de critères, vous l'avez vu, hein, liés à l'observateur. Ça, on a exclu directement, c'est beaucoup trop sensible justement. Mais dans le logiciel Expert Faune, il y a un filtre observateur. C'est l'observateur, l'expert, au moment de sa validation manuelle, si lui a envie de se faire un filtre par observateur, il peut, mais c'est absolument pas un critère pour la validation régionale. Hein. Voilà. Ouais. Voilà, pour finir, quelques chiffres. En fait, une donnée peut être conforme, elle peut être cohérente, elle peut être validée scientifiquement, et pour autant, en fait, elle peut être absolument pas précise et ne servir à pas grand-chose. Donc, on a fait quelques indicateurs. Alors, c'est pas pour comparer faune-flore, mais c'est pour mettre tout sur les mêmes graphiques. 3 indicateurs très simples. Le premier au niveau de la précision spatiale des données. Alors là, on ne voit pas très bien, c'est assez flou, mais en gros, la catégorie la plus précise, c'est les observations qui sont précises, inférieures ou égales à 1 km², ce qui correspond à une maille de 1, quoi, 1 fois 1. Sur le deuxième graphique, c'est la précision temporelle, en bleu. Donc les observations bleu ciel, c'est des observations précises au jour, et ensuite, c'est 1 mois, ensuite 1 an, ensuite supérieur à 1 an. Et précision taxonomique, donc là, est-ce que c'est sous-espèce, espèce, est-ce qu'on a des observations au genre? Voilà, on rigole beaucoup, mais on a quelques observations au règne, très intéressantes. Voilà, donc là, ce qu'on peut dire quand même, c'est que globalement, on a une précision qui est pas mal dans le SINP. Donc là, c'est que les observations régionales. On a exclu, on n'a pas fait l'analyse des données de l'INPN qui nous redescendent. Là, c'est que les observations régionales. On voit quand même au niveau de la faune, une petite différence au niveau de la précision temporelle. Et en fait, c'est dû aux données de synthèse qu'on a récemment inclus et diffusées nous-mêmes. Et donc, on a des données de synthèse à la maille de 1 km, des gros lots énormes qui font que la précision, en fait, c'est l'année. Donc, on a une mauvaise précision temporelle alors qu'on a une précision spatiale qui est jugée bonne. Après, peut-être qu'il faudrait qu'on refasse l'indicateur en donnant une catégorie données ponctuelles uniquement. Et là, je peux vous dire que ça aurait une autre tête. Voilà. Et je crois que c'est la dernière diapo, mais c'est l'avant-dernière, comment dire, une facette très importante des données, là aussi. Donc on en rajoute une couche, la donnée conforme, cohérente, fiable scientifiquement, précise, et qui pour autant n'est pas qualifiée et en fait n'apporte pas grand-chose non plus, voire en fait peut apporter une confusion. Donc ça correspond, c'est ce qu'on a essayé d'indiquer ici, en fait aux renseignements d'informations qui sont facultatives, mais qui pour autant sont dans certains cas tellement importantes que si ces informations ne sont pas véhiculées, voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Donc on a mis 2-3 exemples. Par exemple, sur des taxons qui sont très difficiles à déterminer et il n'y a pas de photo. Voilà, donc là, c'est ce qui permet ou non la validation régionale, c'est le deuxième point.
Pour le troisième point, la prise en compte des programmes scientifiques. Donc là, en fait, on se rend compte que si on n'a pas l'information de est-ce que c'est une donnée protocolée ou une donnée opportuniste au niveau des métadonnées, on ne peut pas faire grand-chose. En fait, on préfère que ça soit marqué que c'est opportuniste plutôt que de ne pas avoir l'information, en fait. C'est le pire. Pour l'évaluation de la sensibilité, donc on l'a dit tout à l'heure, mais la sensibilité elle est basée sur certains critères. Notamment chez nous en Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui les listes, on se base beaucoup sur des notions de reproduction. Donc en fait, si on n'a pas d'informations sur la reproduction ou sur la non-reproduction de l'espèce, les données sont considérées non sensibles. Alors que pour autant, il y en a plein, c'est certain que ça en est. Voilà, et un exemple aussi très intéressant au niveau de la flore. Alors c'est moi qui la présente parce que c'est moi qui lis cette slide, mais au final, sur le niveau de spontanéité des espèces, où on s'est retrouvé, le CBN s'est retrouvé en fait avec des espèces disparues ou des espèces qui sont non disparues mais extrêmement rares et menacées CR, etc. Et ces espèces en fait sont en parallèle réintroduites de manière exotique comme plantes ornementales et sont insérées dans le SINP. Voilà. Ce qui fait qu'en fait ces données-là se retrouvent à colorer la carte de répartition d'une espèce alors que ça ne serait pas le cas si... Et en plus il y a le champ qui existe dans le SINP, si le champ avait été rempli. Voilà. Donc c'est de la sensibilisation qu'on fait auprès des producteurs, mais en fait il faudrait que ça soit véhiculé au niveau de tous les gestionnaires d'outils, en fait, en tant qu'information pour certains taxons indispensables, en fait. Voilà, à défaut, puisque on n'est pas nombreux, on a des financements limités, ce qu'on a commencé à entreprendre, nous, comme travail, c'est d'aller piocher dans les commentaires pour essayer d'extirper des informations intéressantes, notamment sur de la repro, etc. Donc on a mis en place des petits scripts en fait avec des dictionnaires de motifs, des dictionnaires de mots-clés aussi rattachés à certaines thématiques. Et puis ça nous pré-identifie certaines observations, des milliers. Et après on a développé un petit logiciel qui ressemble un petit peu à ce qu'on a montré tout à l'heure sur la validation manuelle, où là on va analyser donnée par donnée si la donnée comprend, c'est bien une donnée de repro ou pas, ou c'est bien une donnée de collision ou pas. Voilà, c'est un travail très chronophage, mais on a réussi, notamment sur des thématiques de collision routière, à rattraper quand même beaucoup de données. Voilà, donc ça aussi on peut partager si besoin. Voilà, et après c'est la diapo bilan qu'on avait récupérée de l'INPN dans un rapport, et au final, on a essayé de faire au moins un tout petit paragraphe sur chaque cercle, mais en fait ça permet de bien visualiser que la qualité des données c'est quand même quelque chose d'extrêmement vaste et que si on a envie d'améliorer la qualité des données du SINP tous ensemble, il faudrait produire un certain nombre de documents et qu'ils soient partagés aussi entre les différentes plateformes. Et on commence à le faire et on sera ravis de partager quand ça sera fait, quoi. Voilà. Hop.